Bonjour à tous. Dans Actu Matin, ce matin, nous faisons un petit point de l'année 2024 qui s'achève. Nous allons revenir sur les sujets et événements ayant marqué cette année-là et tenu le haut du pavé lors de nos discussions. Mais avant, on aura constaté une période de fin d'année dans un contexte assez difficile au plan notamment financier pour les Béninois. Nos échanges, c'est dans une heure de temps environ. Notre invité ce matin, c'est Dr Rosemonde Rouirin. Elle est secrétaire à l'organisation de l'ABDF. Avec elle, nous allons évoquer un anniversaire, celui du Code des personnes et de la famille au Bénin. Cela fait 20 ans cette année que le document qui a fait beaucoup de polémiques alors a été voté. Quelle avancée depuis lors? Ce sera la question au cœur de nos échanges tout à l'heure. Dans la presse, des sujets épars, les quotidiens sont revenus sur la question sécuritaire et les multiples saisies de produits dangereux à la santé, le renouvellement de la carte pharmaceutique du Bénin et bien d'autres sujets. Vous allez les découvrir tout à l'heure. Ce sera même à travers la une des journaux que je vous présente dans un instant. Bienvenue à tous. Fraternité a titré en manchette ce matin achat et vente de médicaments au Bénin. La nouvelle carte pharmaceutique en vigueur, préparatif de Noël par les enfants. Les poches souffrent, les jouets attendent, les clients the best. Vinicius consolé, un 11 de l'année avec Saliba. Matin libre pour avancer, pratique de sport boule au Bénin. Que devient le boulodrome d'Adunko, promis aux Béninois? Le journal se pose une question et puis victime d'une tumeur cancérigène. Il faut sauver l'albinos Arnold Cessinou. La cloche pour continuer discours sur l'état de la nation. Patrice Talon, la confirmation. En tout cas, le journal est partagé entre exclamation et interrogation. On verra bien ce que ça donnera vendredi. Le matinal à présent, département du Borgou et de la Liborie, plus de 450 000 boissons alcoolisées en sachets plastiques saisies. L'affiche du jour, élection générale de 2026 au Bénin. L'opposition peine à s'unir autour du projet de l'audit du fichier électoral, nous fait constater donc la parution. L'autre quotidien, primitif exercice 2025 et développement, Luc Atroko et son conseil municipal d'autres Cotonou d'un budget ambitieux. Le potentiel pour continuer, pour avoir perdu la confiance de leur parti politique, la FCBE, les PAM, DAM et un CA de Sinandé destitués après-demain vendredi. Le télégramme justice béninoise, mandat d'arrêt international contre un homme d'affaires sénégalais, Yérim Sow. Le Roti Abou Mekalavi, un homme arrêté avec plus de 400 ordinateurs portatifs d'origine douteuse. L'événement précis, recettes et dépenses en 2025, le maire Luc Atroko et le conseil municipal d'Haute-Cotonou d'un budget ambitieux. La cime de l'info, showbiz béninoise, l'artiste Obos Kawa enrichit son répertoire discographique. Le journal vous propose quelques images de la cérémonie officielle, donc lancement de cet album-là. Le quotidien Jakpata, audit du fichier électoral, les forces vives de la nation accordent leur violon. Et puis Libération, ouverture d'officines pharmaceutiques sur la période 2025-2027, de nouvelles conditions créées. Et puis sécurité, cette personne terroriste neutralisée par l'armée béninoise, cette présumée terroriste neutralisée par l'armée béninoise. Nord-Sud quotidien, facilitation de l'accès au marché public. Les entreprises béninoises désormais dispensées de 5 pièces. Le quotidien Les 4 vérités pour son dynamisme et sa résilience dans l'approche One Health. Le professeur Souaibou Farougou, sacré champion universitaire de 2024. Le quotidien de la nation, ordre nationaux, un bilan satisfaisant pour 2024. Voici Fraternité pour le deuxième passage. Achat et vente de médicaments au Bénin. La nouvelle carte pharmaceutique en vigueur vous est présentée par le quotidien qui paraît à mes notes. Préparatifs de Noël par les parents. Les poches souffrent en ce moment. Les jouets attendent les clients. Le constat du quotidien dans les colonnes donc de sa production. Ce matin, The Best. Vinicius consolé. C'est le sociétaire de Real Madrid
un 11 de l'année avec Saliba. Tous les détails donc dans les colonnes du journal ce matin. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des quotidiens parvenus à Canal 3 Bénin très tôt ce matin à l'intérieur de Fraternité. Ce constat qui colle bien avec le contexte actuel. Et vous le savez, le contexte actuel, eh ben, c'est la période de fête. Dans une semaine exactement, eh ben, on devrait célébrer la fête de Noël. Comment est-ce que les choses se passent sur le terrain? C'est Fraternité qui est allé faire le constat. Il y a que les poches souffrent. Pendant ce temps, les jouets attendent les clients. La morosité économique bat son plein. Je connais à ça dans les, en tout cas, a fait le constat et a fait son compte rendu, notamment à la page 5 du quotidien. Acheté la publication dans sa version de ce mercredi matin et découvrez un peu le constat fait par le reporter envoyé sur le terrain à l'occasion. Le sujet sera au cœur de nos discussions aussi tout à l'heure, quand on engagera les débats avec les débatteurs. Ce sera à peu près dans 1 heure de temps environ. Et puis l'actualité au plan international, on peut jeter un coup d'œil toujours dans Fraternité. Et on se rend compte justement qu'elle est sportive. Et à la page 8, le journal vous fait un grand tour d'horizon de cette actualité-là. Vous avez déjà, dans un premier temps, l'écho des Guépards avec leurs clubs respectifs à l'étranger. Qu'ont-ils fait depuis, mettons, mardi de la semaine écoulée? Fraternité vous fait le point. Vous avez aussi le compte rendu de la cérémonie tenue hier à Doha au Qatar. Il s'agit justement des remises de distinction FIFA Best au titre de l'année 2024. Vinicius Junior, l'international brésilien qui a été finalement sacré par la FIFA après avoir raté, je dois dire, le ballon d'or européen. Le journal vous fait le point et on reviendra par ici d'ailleurs avec Candide Ronreto pour quelques détails liés justement à l'actualité des sports. Maintenant, on va passer à l'acte 2 d'Actu Matin. Voici le bulletin. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. C'est vous qui nous présentez le bulletin de l'information ce matin. Dans les titres, on aura que les numéros de téléphone passent de 8 à 10 chiffres au Bénin. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la mise à jour de leur téléphone, vous avez encore jusqu'au 31 décembre pour vous conformer à cette exigence. Une campagne de sensibilisation initiée par la CEP Bénin est en cours dans tous les départements pour amener les consommateurs à respecter les dispositions pratiques et techniques pour la mise à jour de leur répertoire téléphonique avant la date butoir. Alassane Arona nous fera le point dans un instant. Plus de 200 personnes souffrant de pathologies diverses ont été prises en charge par le gouvernement. Il s'agit des consultations médicales foraines au profit des personnes du 3e âge à Natitengu et à Tukuntuna. Une manière pour l'État de célébrer la journée internationale des personnes âgées pour l'édition de 2024. Nous vous proposons de plus amples images avec des détails à suivre dans un instant. Voici le bulletin. L'ultimatum du 30 novembre 2024. Voici encore un autre. À partir du 1er janvier 2025, plus aucun appel téléphonique au Bénin ne sera possible sans le basculement à la numérotation à 10 chiffres. C'est bien ça, Tanguy Agoyi, profitant de la période transitoire comprise entre le 30 novembre et le 31 décembre 2024, une délégation de la Voix des consommateurs et de l'ACEP Bénin effectue depuis quelques jours une campagne de sensibilisation à l'endroit des consommateurs. Ceci pour les amener à respecter les dispositions pratiques et techniques pour la mise à jour de leur répertoire téléphonique avant la date butoir. Alassane Aruna nous fait ici le point de l'étape de Natitengu. Désormais, chaque numéro aura 10 chiffres. Donc, ce petit changement-là, comment est-ce que nous allons gérer? C'est tout l'enjeu de cette séance d'information et de sensibilisation sur la migration vers le plan de numérotation à 10 chiffres qui a mobilisé à Natitengu, leader d'opinion, association de jeunes et femmes de la localité, autour de cette délégation de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP Bénin, élargie aux associations de défense des droits des consommateurs, dont la Voix des consommateurs Bénin, Conso et droits de l'homme, et l'association des consommateurs du Septentrion. Désormais,
vos numéros ne seront plus ce qu'ils étaient avant. Ils auront 01 avant les 8 chiffres que vous aviez. Pour ceux qui ont des numéros fixes aussi, ce sera la même chose. Mais il y a des numéros que vous connaissez, mais que vous n'utilisez pas souvent comme ça. On les appelle les numéros courts. Les numéros courts, c'est un peu comme les numéros de la police. Quand vous avez une situation, vous avez besoin de solliciter la police, vous appelez ce numéro-là, le 166. Ces numéros-là, qu'on appelle numéros courts, eux, ils ne vont pas changer. Mais tous les numéros que vous avez dans vos portables, vous devez les changer 01 avant le numéro. Sinon, nous avons une période du 30 novembre au 31 décembre, qui est une période pendant laquelle l'État a dit qu'il faut qu'il y ait les 2 numéros de 8 chiffres et les 10 chiffres simultanément. Mais à partir de fin décembre, si nous rentrons dans janvier, plus personne ne pourra utiliser un numéro sans le 01. Et pour la mise à jour des répertoires téléphoniques, l'ARCEP Bénin a mis en place des applications déjà disponibles dans les stores. Au lieu de continuer par faire une tâche fatidique qui consistera à ajouter chaque fois 01 devant les numéros à 8 chiffres, l'ARCEP Bénin a mis en place une application dénommée Convenum, qui est déjà déposée sur les stores iOS pour les téléphones iPhone, pour les téléphones Android également. C'est déposé sur Play Store. Et cette application vous permet au téléchargement de pouvoir l'installer et procéder ensuite à la conversion. Passé toutes ces explications liminaires et dans une démarche inclusive, parole a été donnée aux participants qui ont relevé quelques zones d'ombre dans ce processus et à l'arrivée, des clarifications ont été apportées à chaque préoccupation. Conscient de la mission qui doit être désormais la leur au thème des échanges, chaque participant, tout en saluant l'initiative, prend l'engagement solennel de partager les informations reçues ici avec ceux qui n'ont pu prendre part à cette campagne. On quitte Nati Tengou pour Boycom pour parler maintenant de cet appui à certaines catégories socioprofessionnelles dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de la santé sexuelle, reproductive et nutritionnelle de la mère et l'enfant. C'est une initiative de MJCD-ONG soutenue par ONU Femmes. Des matériels et équipements acquis sur financement du fonds Muskoka ont été officiellement remis aux bénéficiaires. William Cliquant pour les précisions. Les équipements et matériels acquis sur financement du fonds Muskoka sont ici remis aux bénéficiaires qui en ont exprimé la demande. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de la santé sexuelle, reproductive et nutritionnelle de la mère et de l'enfant, PSSRN en abrégé. À l'opérationnel, l'ONG Mutuelle des jeunes chrétiens pour le développement MJCD. Je vous dis vraiment d'abord merci à vous-même d'avoir intégré ce projet. C'est pour vous. Et si vous pouvez, on peut venir avec quelque chose et vous-même vous allez refuser. Mais pour la lutte que nous sommes en train de mener, vous avez accepté que ça vaut la peine d'être mené. Les violences basées sur le genre. Et nous sommes en train de travailler aussi bien avec les jeunes qu'avec les adultes. Et vous travaillez avec nous. Et c'est tous ces efforts réunis qui a permis que nous ayons de ces résultats. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour faire une remise des matériels. C'est vraiment un honneur et un plaisir de voir que là où nous sommes, nos partenaires travaillent pour une atteinte de l'objectif qui a été fixé. C'est la lutte, premièrement, contre toute forme de violence qui est faite aux femmes et aux filles. Améliorer la santé des mères, des enfants, des adolescents et des enfants. Je crois que ce qui témoigne de ce travail est là. Mais aussi nous travaillons pour l'autonomisation des femmes. Le geste de l'organisation est allé à l'endroit des acteurs issus de plusieurs catégories socioprofessionnelles. Dans le lot, on dénombre du matériel médical pour 2 centres de santé, des tables d'accouchement et médicaments bureaux. Des matériels de consultation ont également été prévus. 2 braves dames ont aussi reçu l'accompagnement nécessaire pour l'exercice de leurs activités génératrices de revenus. Un lot de matériel de sensibilisation a aussi été offert au collectif des artisans de Boycom. Des dons
qui font la joie des bénéficiaires. Nous allons dire que nous étions les derniers à faire notre demande. On ne savait même pas si ça allait aboutir, mais finalement, on est au rang des bénéficiaires, on est vraiment content. Je ne sais même pas comment les remercier pour tout ce qu'ils sont en train de faire à l'hôpital ou bien dans les zones. Bon, je ne sais pas quoi dire encore, mais je tiens à beaucoup les remercier. Je pense que ces matériels, c'est pour la continuité des actions que vous avez eu à mener sur le terrain. Parce que ça va nous permettre de continuer la prise en charge des adolescentes et des adolescents et aussi les femmes qui seront probablement violentées, qui vont se présenter à nous. L'autre commune d'intervention du projet PSSRN, en dehors de la ville de Boïcon dans le Zou, est Tofo dans l'Atlantique. Plus de 160 adolescents sont ciblés. De nouvelles ambulances sont acquises par le gouvernement au profit des zones sanitaires. Les véhicules ont été dispatchés dans tous les départements. Dans les collines, 12 de ces ambulances ont été remis aux autorités territoriales et celles en charge de la santé dans la région. On retrouve William Cliquant. 12 nouvelles ambulances offertes au département des collines par l'exécutif. Les véhicules viennent renforcer le parc automobile des diverses zones sanitaires de la région. Les problèmes de référence et de contre-référence pour sauver des vies sont ainsi résorbés. Auparavant, chaque zone sanitaire dispose de 2 ambulances. Mais lorsque ces ambulances sont sollicitées pour des références sur le CHD, Zou, ou bien Parakou, ou bien sur le CNHU, nous recevons de nouveaux appels pour des urgences obstétricales pour lesquelles nous n'arrivons pas à répondre favorablement. Donc les ambulances qui sont mises à notre disposition aujourd'hui sont venues à point nommé pour régler les problèmes de référence, contre-référence et nous permettre de sauver les vies, notamment les femmes enceintes, les femmes en travail d'accouchement, les accouchés, les nouveau-nés et toute autre situation d'urgence, notamment les cas de traumatisme. Ces véhicules, ambulances que nous venons de recevoir pourra permettre, faciliter la mobilité, faciliter le transfert des patients pour les évacuations. Je puis dire, c'est ça le social. Ces ambulances remises officiellement ici aux autorités territoriales et celles en charge de la santé dans le département vont servir dans les centres médicalisés et hôpitaux de zone. La clé de répartition est déjà connue et certifiée par le ministre de la Santé. Une répartition vraiment équilibrée à raison de 2 ambulances par commune, surtout au niveau des centres médicalisés. Je crois qu'on ne peut que saluer cela. Et donc je voudrais demander au DDS et tout le personnel qui l'accompagne pour qu'un usage judicieux soit fait. Pour le suivi et une utilisation judicieuse de ces ambulances, les médecins coordonnateurs et autres acteurs concernés sont appelés à mettre en place un outil adéquat d'entretien rigoureux. Dans le cadre de l'édition 2024 de la Journée internationale des personnes âgées, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a initié des consultations médicales foraines au profit des personnes du 3e âge de Nati Tengou et de Tukuntuna. Au cours de ces opérations, plus de 200 personnes souffrant de pathologies diverses ont été prises en charge par le personnel médical sollicité pour la circonstance. Alassane Aruna. Démarrée le 29 octobre 2024 par l'étape de Banikwara, la deuxième phase de la 11e édition des consultations médicales foraines, initiée par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, en collaboration avec la Société béninoise de rhumatologie Sober dans le cadre de la Journée nationale de rhumatologie, a posé ses valises à Nati Tengou. Ici, tout comme à Banikwara, les personnes souffrant d'affections rhumatologiques préalablement sélectionnées par des relais communautaires vont bénéficier d'une prise en charge sanitaire gratuite. Les populations de la périphérie, que sont les zones frontalières, manquent véritablement d'agents de santé pour améliorer leurs conditions, leur santé. C'est pour cela que l'ABGF, qui s'appuie sur cette politique, sur son programme, fait en sorte que les médecins vont en contact, vont vers les populations pour que ces populations puissent avoir le sentiment d'appartenance à la nation et puissent connaître
l'utilité et la présence de l'État à leur côté. Les présentes opérations font suite à celles organisées en août 2024 par la BGF et la SOBEMI dans le cadre de la Journée nationale des frontières avec plus de 4000 personnes impactées dans les communes de Natitengou et de Banikwara. La SOBER, dans ses différentes missions, s'est donnée comme mission, entre autres, d'organiser périodiquement des consultations médicales foraines au sein de nos populations afin de pouvoir les aider à prendre en charge leurs maladies à moindre coût, pour ne pas dire gratuitement. C'est le lieu de remercier la SOBER qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à disposition des populations près de 12 rhumatologues, tant du secteur public que du secteur privé, sur les 15 que compte le Bénin. Devant les médecins spécialistes des affections de l'appareil locomoteur, chaque patient a bénéficié d'une prise en charge sanitaire intégrale. Un geste louable de la BGF, salué à juste titre par les bénéficiaires. On nous a pris de Boukoumbe pour amener à Nati. Ils nous ont consulté, nous donnent des produits gratuitement. Des produits chers qu'on a achetés à 20 000, 15 000, 30 000 par là. Et aujourd'hui, on nous donne ça gratuitement. Vraiment, je suis très contente. Ils m'ont consulté gratuitement et ils m'ont donné aussi les produits que je vais prendre pour pouvoir trouver satisfaction. Les présentes consultations foraines prennent fin dès décembre 2024 à Banikwara. Au cours de cette troisième et ultime phase de l'édition 11 des consultations médicales gratuites, seules les chirurgies ophtalmologiques seront prises en charge et ce gratuitement. Fin de cette session d'information. On se retrouve donc demain pour partager le reste de l'actualité, Tanguy. Absolument. Demain, autour de 7h10, 15 minutes, quand on est à Cotonou. Merci beaucoup, Ingrid, pour la présentation de ce bulletin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée en attendant donc demain. Mesdames et messieurs, dans la suite d'Actu Matin, vous aurez, je rappelle, la page invitée tout à l'heure, le moment des discussions. Mais avant tout cela, voici l'actualité des sports. Hier, on a parlé de la cérémonie de distinction des acteurs de football africain. Candy Noukweta, bonjour. Tanguy, bonjour. Ce matin, on va s'intéresser à la cérémonie de remise de prix FIFA The Best pour l'année 2024 qui s'est déroulée hier donc à Doha au Qatar. Vinicius Junior, le Brésilien, est sacré meilleur footballeur de l'année. Oui, Tanguy, Vinicius Junior remporte le prix FIFA The Best, bien entendu, qui récompense le meilleur joueur de l'année 2024 par la Fédération internationale de football association. Doit-on dire que c'est la consolation de l'année pour l'attaquant brésilien puisqu'il était en lice pour le prix du Ballon d'Or France Football 2024. Beaucoup l'attendaient sinon le voyaient remporter ce prestigieux prix du Ballon d'Or France Football, mais il a été décerné à Rodri, le joueur de Manchester City. En tout cas, c'est hier que s'est déroulée cette cérémonie de remise de prix de cette distinction de la FIFA que, il faut rappeler, est votée selon les critères suivants. 25% des voix des capitaines des équipes nationales, 25% des journalistes, 25% par les managers et puis 25% par les supporters. À noter que 193 capitaines d'équipes nationales ainsi que 196 managers d'équipes nationales ont voté pour FIFA The Best 2024, faisant de Vinicius Junior le vainqueur du trophée FIFA The Best 2024, récompensant le meilleur footballeur de l'année en cours. Ceci avec 48 points devant Rodri, 43 points Jude Bellingham, 37 points. Il faut dire que le Brésilien a réalisé une saison meublée de 24 buts et 11 passes décisives au cours de la saison en 39 matchs disputés avec le Real de Madrid. Tanguy, il a remporté la Liga, la Super Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions. Doit-on dire que ce prix vient consoler l'attaquant brésilien? Oui, j'espère qu'il va se remettre de cette déception et de ce crash, je dois dire, émotionnel et moral à l'issue donc de l'attribution du Ballon d'Or européen
dernièrement à Rodri l'Espagnol. Ça pourra certainement en tout cas reconnaître à Vinicius tout ce qu'il a apporté au football, en tout cas au cours de cette année 2024. Faut-il le dire, c'est quand même un très grand joueur qui a un fort impact sur l'équipe du Real. Je crois que son absence ces derniers temps a montré combien l'équipe était vraiment limitée sans lui et sans son apport offensif à l'évidence indéniable. Mais bon, l'essentiel en tout cas est qu'on retrouve notre Vinicius, grand coureur, joueur de champ, pratiquement magicien aussi. De toute façon, il est distingué par la FIFA meilleur footballeur africain meilleur footballeur de l'année 2024. Pour ce qui est des autres distinctions, le portier argentin Emiliano Martinez est sorti meilleur gardien de l'année 2024. Le dernier rempart de l'Albiceleste est désormais le seul gardien de l'histoire du football à avoir remporté 2 fois de suite le prix du meilleur gardien de but de l'année de la FIFA. Comme vous le voyez à l'image, c'est bien sûr le portier argentin Emiliano Martinez. Catégorie meilleur entraîneur de l'année, Carlo Ancelotti s'est vu décerner ce prix, tout comme au Ballon d'Or France Football 2024. Quant au meilleur 11 masculin de l'année 2024, nous avons dans les buts, bien entendu, vous allez le voir sur l'image, Emiliano Martinez dans les buts, Dani Carvajal en défense, suivi de Antonio Rudiger, Ruben Dias, William Saliba, bien entendu, Rodri, Jude Bellingham, Toni Kroos, Vinicius Junior, Haaland et puis Lamine Yamal viennent compléter le 11 masculin de l'année 2024. Tanguy, quand on regarde un peu le 11 de l'année 2024, Lamine Yamal qui y est aussi, et puis pas mal de joueurs, qu'est-ce que ça vous dit? Je suis surpris par la présence d'un certain Toni Kroos, qui quand même a raccroché, je crois, il y a de longs mois quand même. Oui, après l'Euro. Oui, après l'Euro. C'est dire combien de fois... je dois dire, l'homme a quand même impacté le football en dépit de, je dois dire, de sa contribution à moitié sur l'année civile. Oui. Bon, maintenant pour le reste, c'est vrai qu'on a une équipe largement dominée par le Real. Oui. Parce qu'on a quand même Vinicius, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Jude Bellingham. Jude Bellingham, on a le défenseur Rudiger, donc c'est évident quand même que le Real reste le club de référence mondiale, en tout cas pour l'année 2024. On a aussi que le Barça a fourni quelques éléments, notamment Lamine Yamal, et puis Carvajal aussi, qui est espagnol. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a que, en tout cas en termes de nationalité, c'est l'Espagne qui domine l'équipe. On dira que c'est bien normal. C'est l'équipe qui a remporté quand même la dernière Euro. Et donc, on peut comprendre. Alors, que vient chercher Emiliano aussi? Emiliano qui remporte 2 fois de suite. Deux fois de suite, justement. Une première d'ailleurs. Oui. Bon, c'est vrai que ce n'est pas un gardien... J'aurais aimé quand même voir Onana qui est quand même avec son club Manchester United, même si les performances du club restent très très mitigées pour ce qu'on connaît de son histoire. Oui. Onana a quand même été très éclatant au cours de l'année 2024. Quand on regarde un peu le parcours des deux hommes, quand on regarde le parcours d'Emiliano Martinez qui a remporté la Copa au cours de cette année 2024 avec son équipe nationale albiceleste, et quand on regarde un peu le parcours de André Onana avec l'équipe nationale, il faut aussi dire qu'il y a cet aspect de la chose oui, qui a aussi pesé dans la balance. D'accord. Bon, oui, après tout dépend des nominés. N'est pas aussi déterminante avec les Lions indomptables du Cameroun. Oui. On a bien l'impression qu'ils ne se retrouvent pas en équipe nationale. Mais ça peut se comprendre à cause de l'ambiance, du tiraillement qu'on a depuis de longs mois maintenant entre le sélectionneur et puis le président de la fédération. Peut-être que ça a dû impacter un peu ses prestations au niveau donc de l'équipe nationale. De toute façon, espérons que les joueurs africains puissent se retrouver au sommet de ces différentes distinctions. Tanguy, on va passer à une autre actualité. Allons-y donc avec
Une autre actualité ce matin, on va justement parler de la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant sur le continent pour parler de la grande messe du football continental, la composition des différents chapeaux pour le tirage au sort de la CAN Maroc 2025 est connue. Les 4 chapeaux pour le tirage, bien entendu, comme vous le voyez à l'écran, ont été dévoilés et ils s'appuient sur le dernier classement FIFA du mois dernier. Dans le chapeau 1, on a bien entendu le Maroc, 14e au plan mondial et qui est pays organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, suivi du Sénégal, 17e au classement mondial, de l'Égypte, 33e au classement mondial, Algérie, 37e, Nigeria, 44e, la Côte d'Ivoire, championne en titre, 46e au plan mondial, et puis du Nigeria, on en parlait tantôt. Dans le chapeau 2, nous avons le Cameroun, 49e, le Mali, 51e, la Tunisie, 52e, l'Afrique du Sud, 57e, la République démocratique du Congo, 61e, et le Burkina Faso qui vient en 66e position au classement mondial. Dans le chapeau 3, on retrouve le Gabon, 84e au classement mondial. L'Angola est 85e, la Zambie 87e, l'Ouganda 88e, la Guinée équatoriale 93e, et puis le Bénin, l'équipe, la Tanière des Guépards du Bénin, 94e au classement mondial. Dans le chapeau 4, il y a le Mozambique, 96e, le Comores 103e au classement mondial, la Tanzanie 106e, le Soudan 113e, le Zimbabwe 121e, le Botswana est 167e. Rappelons que le tirage au sort de la phase des poules aura lieu à Rabat au Maroc le 27 janvier 2025. Le match d'ouverture de cette grande fête du football africain aura lieu le 21 décembre 2025 et la phase finale se jouera la finale se jouera le 28 et le 18 janvier 2026, toujours en terre marocaine. Allez, on va passer maintenant à l'actualité des Guépards. On va prendre maintenant des nouvelles de quelques internationaux béninois qui ont joué avec leurs clubs respectifs en fin de semaine écoulée. Ils étaient nombreux à jouer avec leurs différents clubs dans leurs différents championnats, mais seulement 2 ont pu arracher des victoires avec leurs clubs respectifs. On va suivre maintenant le tour d'horizon sportif de l'actualité des Guépards. Les Agones pour ouvrir ce tour d'horizon de l'actualité des Guépards avec leurs clubs respectifs, et on démarre par la Ligue 2 française. À l'occasion de la 16e journée, Tossin Aïgoun et le FC Lorient enchaînent avec un nouveau succès et consolident leur place de leader avec une victoire à domicile. Devant leur public, le Guépard et les Merlus ont dompté par 2-0 leurs homologues de Paris FC. Titularisé au coup d'envoi, l'attaquant béninois a été passeur décisif sur le premier but de la rencontre dès la 13e minute de jeu avant de céder sa place à la 62e minute. Il compte désormais 3 buts et 6 passes décisives et son club Lorient FC totalise 33 points, logeant à la première place au classement devant Paris FC. De leur côté, Junior Laïtan et Grenoble Foot ont concédé un deuxième échec de rang. En déplacement sur le terrain du promu Red Star FC, Grenoble Foot a courbé les chines sur un score de 1 but contre 3. Laissé au banc au coup d'envoi, le milieu de terrain béninois a eu 3 à 21 minutes de jeu. Avec 18 points au compteur, son club loge désormais à la 12e place au classement. En Allemagne, à présent, pour prendre des nouvelles du capitaine des Guépards. À l'occasion de la 14e journée de la Bundesliga, le FC Augsburg de Steve Mounier s'est incliné devant le champion en titre Bayer Leverkusen sur un score de 2-0. Laissé au banc dès l'entame, l'attaquant béninois est entré en jeu à la 87e minute. Augsburg occupe désormais la 13e place au classement avec 16 points au compteur. Du côté de la Suisse, Yverdon Sport FC de Mohamed Tidjani a été battu 1-0 par le FC Sion à l'occasion de la 18e journée de la Super League. Aligné au départ, le défenseur béninois cédait sa place en début de seconde période. Son club est positionné 10e au classement avec 17 points. Le second succès enregistré dans le rang des Guépards dans ce tour d'horizon était à l'occasion des 8e de finale de la Coupe de la Bulgarie. Ludo Goret et Olivier Verdon sont venus à bout du CSKA Sofia par un score de 3-2 et accèdent au tout prochain. Titularisé au coup d'envoi, le défenseur béninois a disputé l'intégralité de cette explication. En première division du championnat de Chypre,
Apollon Limassol FC de Cessi d'Almeida a été sévèrement battu à l'occasion de la 14e journée du championnat. Le milieu de terrain béninois et les siens ont été domptés par un score de 4-0 par leurs homologues de l'AEK Larnaca. 90 minutes de jeu pour le Guépard. Son club descend à la 7e place avec 18 points. Un tour en Turquie avant de débarquer sur le continent africain. À l'occasion de la 16e journée de la D2 turque, Ümraniyespor de Sebiosoukou concède un nouvel échec. Le Guépard et les Siens ont courbé les chines 1-2 face à leurs homologues de Kessi-Orin-Koukou. Le milieu de terrain béninois a joué 62 minutes de cette rencontre. Son club Ümraniyespor, avec 22 points, descend à la 11e place au classement. On s'intéresse maintenant aux interclubs de la CAF, avec le seul Guépard qui est engagé. La SEC Mimosa de Romaric Amoussou était en déplacement pour affronter l'USM Alger en match de la 3e journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. À l'arrivée, défaite pour le club ivoirien et son Guépard, 3-0. Titulaire au coup d'envoi, l'ailier béninois cédait sa place à la 68e minute et son club garde la 2e place dans le groupe C avec 4 points. À l'occasion de la 14e journée de la D2 sud-africaine, le JDR Stade de Marseille Dondino a été contraint au partage de points par Orbit College FC au bout d'un score nul et vierge. Le gardien béninois a disputé tout le match et enchaîne ainsi avec son 8e clean sheet en 14 matchs disputés. Le JDR Stade compte 26 points et occupe la 2e place au classement. Au Nigeria pour finir. À l'occasion de la 17e journée de la Première Ligue, Remo Stade de Serge Obassa est freiné par Ikorodu City avec un match nul d'un but partout. Titulaire au coup d'envoi, le gardien béninois a disputé l'intégralité de la rencontre. Son club est 2e du championnat avec 30 points. Allez, on va s'intéresser maintenant à une autre discipline. Parlons de l'aviron. Les 9 rameurs béninois étaient à Lomé du 13 au 14 décembre dernier pour la 2e phase de la phase 2 de la régate de 3 nations qui s'est déroulée dans la capitale togolaise du 13 au 14 décembre dernier. Une compétition sous-régionale qui a réuni le Nigeria, le Togo et le Bénin sous l'égide de la Confédération africaine d'aviron. Pour cette 2e phase déroulée à Lomé après celle tenue au Nigeria, les athlètes béninois ont d'abord eu quelques soucis liés à leur entrée en terre togolaise puisqu'ils ont été bloqués 10 heures durant à la douane du Togo avec leur matériel de compétition. Après ce périple, ils vont finalement rallier la capitale togolaise pour la compétition et au terme de cette regatta sous-régionale, le Bénin s'en sort avec une moisson de 20 médailles au total, comme vous le voyez à l'image, dont 8 en or, 9 en argent et 3 en bronze. Rappelons que la 3e phase de cette compétition 3 nations va se dérouler au Bénin en 2025. J'allais dire, on va passer maintenant au sport de combat pour finir. Le Bénin, médaille de bronze au championnat du monde de MMA 2024, déroulé du 9 au 15 décembre 2024 en Indonésie, initié bien entendu par Global Association of Mixed Martial Arts Agama. La compétition a réuni plus de 600 athlètes provenant d'environ 70 pays du monde, dont le Bénin. Les athlètes béninois qui étaient présents à ces championnats du monde de MMA 2024 ne reviennent pas produits de cette expédition grâce à l'Amazon. Premya Yankou, le Bénin s'est offert la médaille de bronze après s'être incliné face à l'américaine championne du monde de la catégorie en demi-finale. Pour ce qui concerne les autres athlètes présents à cette compétition, Aaron Oguniyi et Michael Rossou ont été bloqués respectivement aux portes des demi-finales et des quarts de finale. En gros, le Bénin revient de ce championnat du monde de MMA avec une médaille de bronze. Tanguy, ce sera tout pour ce matin. Merci à vous, Candide Ronreta, pour la présentation de cette page des sports ce matin. On aura donc fait le tour d'horizon de l'actualité avec vous, l'actualité des sports avec vous. Merci encore une fois de l'avoir présenté. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Merci, Adma. Mesdames et messieurs, voici notre page invitée ce matin.
Voici donc pour nos moments d'échange avec notre invité ce matin. Je vous rappelle que pour ce matin, on a invité Dr Rosemonde Rouirin, secrétaire à l'organisation de l'ABDF. Dr Rouirin, bonjour. Bonjour, monsieur Agoy, bonjour. Merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. Vous êtes là pour que nous parlions un peu des 20 ans du Code des personnes et de la famille. Encore une fois, merci d'avoir fait le déplacement. Un colloque démarre ce jour sur justement le document, mais avant d'en parler, depuis 20 ans que ça existe, vous en tant que femme et surtout en tant que scientifique, je dois dire quelle lecture faites-vous de ce qu'a pu apporter ce document à l'amélioration de la condition de la famille au Bénin? Merci, monsieur Agoy. En effet, ça fait 20 ans que le Code des personnes et de la famille est entré en vigueur au Bénin. Et il faut dire que avant l'entrée en vigueur de ce code, c'était le droit coutumier. C'était le droit coutumier qui était en vigueur. Et le droit coutumier ne reconnaît pas la femme en tant que possédant des droits, en fait. Parce que le coutumier ne reconnaît pas de statut juridique à la femme. Et avant cela, c'était le mariage polygamique qui était le mariage de vigueur. Les hommes pouvaient épouser 2, 3, 4 femmes et pouvaient épouser toutes ces femmes devant l'officier de l'état civil. Mais avec le nouveau Code des personnes et de la famille, c'est le mariage monogamique. C'est une avancée pour ce qui concerne le droit de la femme. Et surtout en ce qui concerne le droit de la conjointe survivante. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Voici ce que nous pouvons dire comme avancée. Oh oui, mais la famille en tant que telle, est-ce qu'elle s'en est portée mieux ou est-ce qu'on est resté statique? La famille béninoise se porte comme elle peut. Il faut dire que ce code ne cadre pas forcément avec nos réalités parce que nous sommes dans une société traditionnelle africaine où nos aïeux, la polygamie c'était beaucoup plus pour avoir de la main-d'œuvre et cultiver. Mais de plus en plus la société évolue. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que ce nouveau code réduit un peu le champ Il faut dire que lorsque vous êtes marié légalement et que vous avez des enfants avec une autre femme, on appelle cette dernière concubine et elle n'a pas de droits. Le code ne lui a pas prévu une petite place. Bon, il y a ces petits dérapages, si on peut l'appeler ainsi, qui ne cadrent pas forcément avec nos réalités sociologiques. On pense que c'est un dérapage que de ne pas reconnaître un statut à une femme qui a fait des enfants à un homme alors qu'elle n'est pas mariée. Nous pensons plutôt, mais moi c'est mon avis personnel, je pense que généralement ici au Bénin, lorsqu'une femme fait 2 enfants, 3 enfants à un homme et qu'il l'a doté, puisque la dot est reconnue dans le code, c'est certes symbolique mais c'est reconnu dans le code, et on appelle généralement cette dernière, on appelait cette dernière son épouse, sauf que depuis l'avènement du code, elle devient une concubine. Et c'est vrai que les enfants de cette dernière viennent à l'héritage. Absolument. Tous les enfants viennent. Tout comme d'ailleurs les autres enfants, les enfants légitimes. Mariage, voilà, tout comme les enfants légitimes. Alors, il n'y a plus de distinction entre les enfants, mais si jamais votre mari ne vous épouse pas, si jamais vous n'avez pas le mariage civil, il vous sera difficile de prétendre à un quelconque droit. Nous ne disons pas que c'est mauvais, mais ce colloque permettra de réfléchir à toutes ces questions pour essayer d'équilibrer un peu. Alors, ce n'est pas une affaire, je dois dire, de réclamation syndicale. Hein. Mais je ne sais pas si vous avez fait le constat avec moi. Quand on dit code de personnes et de la famille, j'ai l'impression qu'on ne parle que de la femme et des enfants. Oui, c'est vrai. J'ai fait ce constat également avec alors que la famille, il me semble que c'est 3 personnes. Hein. C'est 3 personnes. La société protège déjà beaucoup l'homme. Ah oui, déjà? Oui. Comment ça? Nous pensons déjà l'homme, quand il naît, vous savez, les petits garçons sont déjà assez protégés parce que les petites filles, c'est difficilement maintenant avec les réformes qu'on scolarise les petites filles, mais le petit garçon il naît roi. Il naît roi. Et l'homme africain et béninois en général est déjà roi. Donc la société, les contextes sociologiques protègent beaucoup l'homme. Voilà pourquoi la protection des femmes est souvent une priorité. Et les femmes et les petites filles. Est-ce que cela a permis à la famille de se porter mieux aujourd'hui, de votre avis? Ce que nous avons remarqué, c'est que les hommes vont de moins en moins au mariage. Ils vont de moins en moins au mariage, c'est-à-dire ils légalisent de moins en moins leur union. Nous ne pouvons pas dire. Ce sont les sociologues. On voit le mariage civil comme une contrainte. Comme une contrainte, comme une prison. Ce sont les sociologues qui nous diront.
Pourquoi? Oui. Parce qu'eux, ils sont souvent en contact avec la population. C'est d'ailleurs pourquoi nous les avons associés à ce colloque, pour réfléchir à toutes ces questions, essayer de trouver le juste milieu pour que la famille béninoise et africaine en général se porte mieux. Justement, vous avez dit que vous avez fait appel aux sociologues. Au-delà des sociologues, il y a bien d'autres, je dois dire, dimensions scientifiques que vous aviez sollicitées à l'occasion. Pourquoi ce regard croisé, ce regard diversifié et croisé autour de ce code alors? Alors, les questions de famille ne concernent pas que les juristes. C'est vrai que nous, les juristes, nous réfléchissons beaucoup plus sur la codification, la législation, comment encadrer juridiquement la famille. Mais les sociologues sont en contact direct avec la famille et eux comprennent mieux les problèmes que vivent les familles. Je prends l'exemple d'une loi, par exemple, qu'on veut initier. Normalement, il devrait y avoir des enquêtes sociologiques pour voir comment la population appréhende cette nouvelle loi, comment les populations réagissent par rapport à cette loi. Et ce sont les sociologues qui doivent s'en occuper. Alors nous l'avons compris à l'Association béninoise de droit de la famille. Voilà pourquoi nous avons associé les sociologues, les psychologues, les socio-anthropologues et d'autres disciplines à ce colloque pour que, pour que nous puissions tous réfléchir ensemble, pas que les juristes, mais tous ces acteurs sur les 20 ans de ce code des personnes et de la famille. C'est pourquoi le thème central est intitulé « Le code des personnes et de la famille », 20 ans après. Quel droit pour quelle famille, en fait? C'est quoi? Vous voulez finir par aboutir à une proposition de révision encore du document, même si dernièrement on lui a apporté quelques soins, quelques polishing, comme qui dirait. Vous parlez de ce document comme si vous-même vous en avez peur. Non, moi je n'ai pas peur, c'est un document de toutes les façons. Enfin, toute loi est un document d'abord. Alors, quel droit pour quelle famille, justement, ce n'est pas forcément pour peut-être pour réviser le document, mais peut-être pour initier un toilettage, si l'autorité est d'accord avec nous. Parce que le droit de la famille tel qu'elle est aujourd'hui est confronté à des mutations. Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas encore à cette étape au Bénin, mais autour de nous, dans le monde, il y a des mutations en ce qui concerne le droit de la famille. Vous savez, traditionnellement, le mariage, la définition du mariage, c'est lorsqu'un homme et une femme se présentent devant l'officier de l'état civil. Mais de plus en plus autour de nous, dans le monde, 2 hommes peuvent se présenter devant l'officier de l'état civil, 2 femmes également, ailleurs, mais pas encore au Bénin. Alors nous avons décidé de réfléchir sur notre code, de réfléchir sur la famille pour pallier à ces éventualités. Nous voulons protéger en fait ce que nous avons, l'améliorer pour que la famille ne se détruise pas. Les défenseurs des droits de l'homme ne seront pas contents de vous. Oh, bon. Alors, les droits de l'homme dépendent des contextes sociologiques de chaque société en fait. Et ce que nous reprochons aussi à ce code, c'est qu'elle puisse s'adapter un peu plus à nos réalités. Nous y réfléchirons tous ensemble avec les grands juristes. Le professeur Joseph Diogbenou est d'ailleurs le président du comité scientifique de ce colloque et nous organisons ce colloque en collaboration avec le CREDIGE, dont il est le directeur. Nous avons SOS Village d'enfants. Surtout, nous avons le ministère de la Famille qui est avec nous sur ce coup. La Chambre des notaires également. Donc, c'est ensemble avec aussi bien les théoriciens que les praticiens du droit que nous allons réfléchir. Parce qu'après 20 ans, il est nécessaire de faire un bilan. Faire un petit point. Un petit point pour savoir s'il faut avancer, qu'est-ce qu'il faut faire en fait. C'est à ça que nous allons commencer par réfléchir à partir d'aujourd'hui. Et ça va être entre les chercheurs praticiens béninois uniquement, c'est ça? Non, nous avons invité d'autres chercheurs. Nous avons des invités qui nous viennent de l'Université de Toulon, des professeurs agrégés de ces diverses universités. Nous avons Toulon. Et en Afrique également, nous avons le Cameroun, le Mali, le Togo, le Niger. Il y a des professeurs qui viennent de tous ces pays pour que nous puissions avoir d'autres versions de famille de ces différents pays, ce qui nous permettra d'améliorer ce que nous avons déjà. Est-ce que vous avez cité les Français qui vont venir? Oui, les Français, nous avons le professeur Oudo, le professeur Oudo qui nous vient de Toulon. Et nous avons également Sylvie, elle s'appelle, nous avons Douchi Mélina également, qui nous vient du Toulon. Pourquoi justement associer des Français à ces travaux-là, quand on sait que la perception de la famille diffère justement des contextes sociologiques, comme vous l'aviez dit tout à l'heure? Vous avez raison, mais est-ce qu'il n'est pas mieux pour mieux appréhender son ennemi de l'avoir à ses côtés? En fait, nous avons invité les Français pour avoir leur version de la chose, comment ils en sont arrivés là, parce que nous, de notre position, nous voyons que la famille est en train de se disloquer
dans ces pays. Mais eux, ils ont peut-être une autre version. Ils vont nous l'expliquer et nous allons maintenir la position que nous avons. J'y crois. Et nous allons protéger la famille telle qu'elle est. Vous avez déjà une position avant les discussions. Oui, j'ai une position avant les discussions. Qui est la vôtre en tout cas. Qui est la mienne, oui. Nous allons protéger la famille que nous avons et essayer de l'améliorer. J'imagine qu'à la fin, vous allez réunir tous les avis dans un document que vous allez faire connaître. Les actes du colloque seront publiés pour permettre à l'autorité, aux députés. D'ailleurs, les députés sont invités également. Nous attendons les députés de la commission des lois et de la commission de l'éducation pour qu'ils puissent voir avec nous ensemble les questions de la famille. Après, ils seront notre porte-parole là-bas au niveau de l'Assemblée pour voir s'il faut toiletter ce code ou pas. On a souvent beaucoup de séances de réflexion, beaucoup de recherches scientifiques, mais on a aussi l'intelligence. Je ne sais pas si c'est une bonne intelligence. En tout cas, l'intelligence de le faire dormir dans les tiroirs. Les actes vont certainement dormir dans les tiroirs et 40 ans après, on va revenir dire qu'est-ce que le code nous a apporté 40 ans après. Et on va initier encore des colloques. Ça va se passer comme ça, non? Non, il faut dire que le ministère de la Justice, qui est également avec nous sur ce colloque, avait déjà commencé par réfléchir sur le toilettage de ce code, un nouveau toilettage. Et donc, je pense que les actes ne dormiront pas dans les couloirs cette fois-ci. Nous allons faire le lobbying pour que les actes du colloque soient pris en compte. Pour ce code a besoin d'être toiletté. Docteur Rosemond, oui, je dois vous laisser partir. Un mot pour finir. Un mot pour finir. Le colloque est aussi bien présentiel qu'en ligne et je demande à tout le monde de suivre ces activités qui sont très importantes parce que sans la famille, la société ne saurait exister. Voilà ce que je peux dire comme mot de fin. Merci sincèrement d'être venu sur l'Actu Matin. Je rappelle que vous êtes docteur Rosemond Rouin, vous êtes secrétaire à l'organisation de l'ABDF, cette association qui organise justement un colloque de 3 jours sur le code des personnes et de la famille à l'occasion justement de ces 20 ans. Cela va déboucher sur des actes qui seront publiés comme suggestions et comme amélioration à apporter à ce document. Encore une fois, merci. Très bonne journée à vous et très bon moment de réflexion. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, dans la suite d'Actu Matin, le magazine, notamment de ce matin, je vais vous emmener au pâturage. Vous allez découvrir avec moi les conditions dans lesquelles justement les éleveurs travaillent à justement nourrir les bêtes, à les entretenir, de sorte à les faire grandir pour nous permettre justement de subvenir à nos besoins en matière donc de viande. Alors, quelles sont les différentes étapes, quels sont les rapports que les éleveurs ont avec leurs bêtes, comment ça se passe quand on est en retrait, quand on est engagé dans cette affaire-là. Peut-on dire qu'on profite véritablement de cette activité-là? Eh ben, voilà autant de questions auxquelles répond justement à ce magazine que je vous propose de suivre maintenant. Nous sommes ici dans l'enclos des bêtes de l'opérateur économique. Passé depuis peu homme politique et élu à ce titre maire de sa commune. Nous sommes à Adjong, dans la vallée de l'Ouémé. Au programme ce matin, visite des lieux et présentation des bêtes. Le propriétaire a une tête de fierté dans la voix. C'est le bœuf qui vient jouer devant moi. C'est les veaux qui sont là, c'est les veaux de 6 mois. Ça là, ça a 8 mois. Ça là, ça a 8 mois. Les autres là, c'est les veaux de 6 mois, 7 mois, 3 mois, 4 mois. C'est une race qu'on appelle Goudali. Ça fait partie des... C'est une race qui est très chère et c'est une race qui ne se trouve pas sur le territoire béninois. Donc il faut... Ça quitte parfois le Nigeria, le Mali, le Soudan, bon, partout. Dans ce petit espace réservé pour abriter les bêtes, il y a une centaine de têtes. Cela représente juste une partie de la possession de l'homme, maître des lieux. Pourtant, les choses avaient commencé par le plus grand des hasards. C'est un métier que j'ai commencé depuis 2014 à Kalalé. Je suis allé pour un autre
pour notre projet, mais le hasard m'a amené à rentrer dans l'élevage parce que j'ai travaillé avec un vieux Peul. Et décidément, à la fin du projet, il a décidé de l'abandonner comme ça. Il a décidé que je l'aide à faire quelque chose. Mais en l'aidant à faire quelque chose, la première des choses, il m'a proposé la vente de l'essence fluoratée. Je lui ai dit non, je ne peux pas m'investir dans ça. Et au finish, il a décidé qu'on s'investisse dans l'élevage. C'est comme ça que je suis rentré dans l'élevage. Le jour de sa naissance, quand il était en difficulté, sa maman a été en difficulté, c'est moi qui ai aidé la maman à le faire sortir. Donc depuis ce jour, on est devenus des amis et quand je viens, il vient me saluer, il vient me gratter la peau et tout ça là, vous voyez. Donc, en 2014, je l'ai amené dans le marché de Gogounou. On a acheté 12 têtes de bœufs depuis 2014, mais aujourd'hui nous sommes à près de 300 têtes. Et en 2020, quand j'étais élu comme maire, j'ai décidé de ramener une partie ici, comme la vallée. Bon. Si je ne gagne pas depuis 2014, je ne serai pas dedans. Ça peut dire que si un homme s'attache à quelque chose, à quelque part, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui gagne là. Celui qui s'investit vraiment dans l'élevage, celui-là ne manquera pas de l'argent, hein, parce que moi je peux vous dire, il arrive des fois que j'ai envie de payer la scolarité pour mes enfants. Je dis, mais comment je peux faire? Ben, je regarde dans mon troupeau, je prends 2 bœufs, je vends 2 bœufs, je suis à près d'1 million déjà. Je peux payer mon scolarité pour mes enfants en toute tranquillité. Présenté ainsi, les choses apparaissent un peu trop faciles, sinon irréalistes, même quand on a déjà ses bêtes et des bouviers pour se lancer. Il faut bien subir des peines, et cela commence déjà par les soins à apporter au bétail. Ce sont ici des vétérinaires qui sont sollicités pour les injections et les comprimés à faire avaler aux bêtes pour leur faire garder la forme et la santé. Une grande partie d'investissement physique en dehors des produits à acheter. Ah ouais. Ça va, vraiment. La vaccination, on le fait disons 3 fois dans l'année. Il y a 2 vaccinations, il y a pasteurose et CCB. CCB, c'est tous les ans. Mais pasteurose, on doit faire ça là au moins 3 ou 4, dans 3 mois ou 4 mois au plus. C'est l'État qui nous fournit les vaccins. Et quand l'État nous fournit les vaccins, l'État nous donne aussi le docteur qui va vacciner les animaux. Mais ces derniers temps, il y a trop de demandes. Donc l'État aussi n'arrive pas, on trouve les vaccins et parfois on ne trouve pas les vétérinaires. Donc au moins ce matin, j'ai la chance de trouver un vétérinaire qui est arrivé avec les vaccins et puis on est en train de le faire. Mais ça se paie, ils ne sont pas gratuits.
Je peux quitter le bureau à 23 h, je viens toujours ici pour les visiter. Vous voyez, quand je suis avec eux, c'est tout comme quand je rentrais, ils sont arrivés me faire coucou, me dire bonjour, tout ça là, on s'est vraiment familiarisé. Et on est ensemble, tu vois, un homme à côté de d'un bœuf comme ça là, c'est pas ça. L'exercice s'entame très tôt le matin, prend beaucoup de temps et parfois épuise les bêtes. C'est pourquoi les bouviers doivent être prêts juste à la fin afin de les conduire immédiatement au pâturage. Un autre aspect des peines de l'éleveur. Ok, j'espère. Il y a un bouvier qui est là. Comme à l'accoutumée, Denis et son équipe de bouviers viennent à l'enclos ce matin pour amener les bêtes au pâturage. C'est une tâche quotidienne, passée dans les habitudes et la normalité de ces deux jeunes qui sont pourtant nés loin du contexte culturel d'élevage de bœufs. Avec le temps, ils se sont accommodés aux bêtes, discutant avec elles dans un langage onomatopée incompréhensible aux profanes. Ça va. C'est quand même là. À son temps, on a un donc des peu ben fier de l'emploi ouais boire. Il y a un peu de non mon peu là de non juromini non mais ton non juromi. Pas juro na yensunando imbuche so bonaninga. Azone eyan son bona juro e do ni anu do apapa na kwe obo ayin wana kwe ou bien ayen do kwe na no alo menu mi o ado apon azon li ahen akwe wa nu e. C'est quand va bla. Allez. Tele. Nya eton. Nya yi. Ayan le de. Uli a foton. Non c'est gbe mi ton. Ni mi jan de ton. Mi non to gbe nu ye. Tole din o e wa ndo son tete. Bonande do. E se tole e non de do. Et c'est actuel, ça est non dédé, actuel paiement dans son dédé, c'est son dédé. Donc il y a des gens la vie. Comme il doit annoncer. Pour me, ni m'y a des boulettes, on va nous gagner par go. Déjà 9h30, on a des temps. 9h30. Quand tu es là, il y a des temps, il y a un pâturage. Midi et ton trou est à prévoir comme on a nous signé. Et nous signons, et dans soirée, on a dit à l'audio, on a des dos, puis des noms d'un. Allez! 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 Hey! Ni no be lieu de pâturage lo de quand il est de soir pour non payer ben non j'ai fatigué là minando pète de troupeau mi donc ni no be mando pète lieu de pâturage mi na ba tout possible na c'est pas troupeau bona ya ou bon quand il est na monton ya oui lieu de pâturage di bandu mais le programme c'est au plat et pâturage mais le programme c'est en pas le pâturage do griller tolère do griller on doit doucer en mi donc mais le programme et pâturage il voulait n'a du mêler sin bon problème nanti. Puis ils ont mis à ton aider mes films le piquant.
pẹ́ bí de fún ẹ ní èsì sọ ìpẹ́ rẹ̀ náà àgbọ̀nà pé ọ̀hún mi náà gbọ́ ọjọ́ ilẹ̀ dókòó gbé léèrò fún ẹ pẹ́ bí ọlẹ́ ní èyí gèlè mẹ́ ọ bónú sí ọ ní inú sìn dé ní ọ̀yọ̀ yóò jìyẹ ọ̀bọ̀ ẹnu sìn ni ọ èlú wa máa ní bónú sí ọ yẹnu àjẹmí straji yẹ ká sra mi ọ yẹn náà kú ọ̀hún yẹ mi náà jó èdè pọ̀ ẹ̀ kpọ́dọ̀ yẹ máa fatigue èkó. Léèrò fún ẹ máa wọ Amadou actuellement. Ouais, on a dit Amadou, on a 2 mois. Ouais, on a dit Amadou. Après 2 mois, on a dit Amadou. Là, on a dit qu'un plan est. Aïe. Allez. Comme si elles n'attendaient que leur guide, les bêtes se lancent dans la nature aussitôt l'interview achevée, par le traditionnel chemin par lequel elles sont conduites à leur pâturage. Un peu comme pour dire que l'heure est déjà suffisamment avancée et que la journée s'annonce très longue. Ce soir j'ai un rencard avec une bête de meuf. Elle est classée sexy, si classée sexy. Cool Condom. C'est granulé et c'est 3 parfums. Fraise, menthe, banane. Cool. Ton choix, ton avenir. Cool la capi. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Eh oui, avec le 7344, plus de questions difficiles, des préoccupations sur la sexualité, le 7344, signaler une violencette aux filles ou aux femmes, le 7344, des préoccupations sur la planification familiale, le 7344, des services de qualité dans le secteur privé, le 7344, comment lutter contre la diarrhée et le paludisme, le 7344, appelez gratuitement le 7344. Le 7344, gratuité, anonymat et confidentialité garantie. Le 7344, ça peut sauver la vie. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout.
Bah, prenez la parole. Oui, William, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Augustin Villéco. Franck, bonjour. 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 On aura à 3 sujets à évoquer. Le tout premier, et je me pose la question comme ça pour l'introduire. Franck, comment s'annoncent les fêtes? Plus ou moins bien. Déjà, nous avons la santé. On se démerde pour assurer un peu de bons moments de fête aux enfants et après à nous-mêmes. Dans tous les cas, la fête aura lieu. Moi, je vais déménager chez Franck parce que tout se prépare normalement bien. Vous savez que la solidarité africaine, c'est pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais avant, même quand vous n'avez rien prévu pour la fête, on fêtait et très bien parce qu'on espérait des voisins ces petits, en tout cas, gestes-là qui nous permettaient quand même de passer de bons moments. Donc, venez avec toute votre famille. Ce qui est là, nous allons nous en occuper. Et, on va bavarder, on va danser. Qu'est-ce qui sera là? Vous savez qu'aujourd'hui, les enfants sont un peu exigeants. Et donc, même si vous avez prévu le menu, il faut toujours prendre leur avis. Ah, vous ne les avez pas encore consultés? C'est pas encore fait, mais je sais que... Les enfants sont fans de riz, j'espère que vous en avez un gros sac. Ça va être dans le menu, forcément, plus de 2 ou 3 choses encore qu'on va y ajouter pour leur faire plaisir. William? La fête, ça se prépare bien. Ce n'est pas forcément la réalité, c'est la réponse qu'on donne à cette question. La plupart du temps. Est-ce que je dis que ce n'est pas la réalité? Beaucoup m'en ont voulu quand je disais à Gérard Benochi ce week-end sur Zone Franche que j'ai faim et que les gens autour de moi ont faim. Ils ont trouvé que si jusqu'à nous on a faim, c'est que chez eux c'est pire. Mais ils n'en savent peut-être rien. Donc c'est pour dire qu'en fait, chacun à son niveau, en fonction de ses moyens, de ses objectifs et de ses capacités, de ses ambitions et aussi de sa façon d'appréhender la fête, parce que vous savez, pour beaucoup... Surtout que vous n'allez pas visiter les stands de jouets et tout, donc ça devait être plus facile. Pourquoi il ne va pas visiter? C'est interdit. C'est interdit aux gens qui s'appellent William, c'est ça? Non, je sais à quoi Franck fait allusion, mais écoutez... la fête, c'est chez tout le monde. Hein. Même les non-pères de famille connaissent la fête. Moi, je n'ai pas dit ça. Je sais que c'est à ça que je faisais allusion, parce que ce sont les pères de famille qui sont sur les centres de jouets. Mais la fête, c'est pour tout le monde. Et d'un autre côté, il y a la réalité de l'environnement économique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les gens ont faim au Bénin. C'est pas du charlatanisme. C'est une évidence. Quand on dit faim, c'est l'amenuisement des ressources. C'est la diminution. C'est l'abattement total de la capacité financière des gens il y a un certain nombre d'années. Mais écoutez, à côté de ça, il y a une grosse illusion populaire. On trouve qu'on n'a plus autant de ressources, mais les gens réalisent. Donc rassurez-vous, les gens fêteront. Vous voyez, les séries de voitures sont à quelle immatriculation maintenant? Dieu seul sait. Les gens, ils font toujours de grosses et grandes réalisations. Allez dans les périphéries d'Abom et Kravi, vous verrez les bétons coulés comme des champions poussés sous terre. Donc, rassurez-vous, il y aura fête à tous les niveaux. Sinon, chez moi, si c'est la précision qui vous importe, il y aura une grande fête. C'est une action de grâce que d'avoir à faire. Vous allez faire la messe du matin au soir du mercredi prochain. L'action de grâce n'a pas besoin de se faire à l'église. Le programme ecclésiastique aura lieu. Il n'y a rien à dire, c'est une évidence. Mais l'action de grâce n'est pas que dans la chapelle. L'action de grâce, c'est partout. Fraternité nous aide justement ce matin. Le journal a envoyé un reporter constater un peu comment ça se prépare les fêtes. Les poches s'ouvrent, les jouets attendent les clients. C'est ce qu'a constaté en tout cas le reporter envoyé par le quotidien de Ménotin sur le terrain. Eric, le même constat? Oui, ce n'est pas faux comme constat. Quand vous interrogez un peu nos concitoyens, c'est le souci actuellement. En plus de cela, les produits sont chers au marché et ça fait qu'aujourd'hui, on se pose des questions sur comment il faut aborder ces moments de fête. Mais comme Dieu sait faire les choses, je pense que Dieu fera en sorte que chacun puisse trouver le peu dont il a besoin, n'est-ce pas, pour permettre à sa petite famille de fêter dans de bonnes conditions et en parfaite santé. Comme diraient parfois nos parents, le plus important, c'est de nous
réveillé, en bonne santé, et d'avoir quelques kilos de riz. Parce que ce n'est pas l'attitude de celui qui se contente de peu au lieu quelques kilos de riz, et puis espérer aussi 1 ou 2 morceaux de viande. Et voilà, avec une bonne musique, et puis la fête est faite. Donc je pense que aujourd'hui c'est de plus en plus un peu compliqué pour nos concitoyens. Quand vous les voyez aborder les stands de jouets, que vous les interrogez, eh bien, ils vous disent combien ils éprouvent de difficultés, n'est-ce pas, à avoir les moyens de s'approvisionner. Aussi à l'intérieur des marchés, les bonnes dames n'ont pas cessé, n'est-ce pas, de se plaindre du prix des produits qui s'enchaînent. Et donc, il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on se pose bien des questions, comment il faut aborder ces moments de fête. Mais comme chaque année, je pense que chacun trouvera le moyen d'organiser une petite fête. Est-ce que ça ne devrait pas retourner chaque année où il y a que de dire on a faim, on a les poches vides, c'est sec, c'est dur partout, les produits sont chers. Ça devient chaque année comme un rendez-vous de récitation traditionnelle. Absolument, vous savez. À l'approche de la rentrée, j'ai un confrère qui suit actuellement ce matin, j'en suis sûr, qui disait mais pourquoi on doit aller encore sur le terrain interviewer les parents d'élèves et les vendeurs. Tous les ans, ils vendent toujours moins que l'année d'avant. Donc c'est un chant, c'est une maxime, on dirait, de tout temps. Mais à côté de, je ne sais pas, est-ce que je vais appeler ça tradition, ou de l'insatiabilité qui caractérise l'homme, l'humain que nous sommes, quelle que soit la donne et quel que soit ce que nous gagnons, et à côté de la sincérité qui manque dans notre appréhension, parce que il y en a peut-être qui ont raflé beaucoup de choses en 2024, qui n'ont eu que, je sais pas, qui n'ont eu qu'octobre et novembre comme mois dépensiers de l'année, qui n'ont pas été suffisamment prévoyants, ils n'ont pas été économes comme cela se devait, et ils viendront pleurer quand nous on pleurera aussi. Et voilà, des gens qui n'ont pas la légitimité de couler des larmes ou de s'inquiéter pour les dépenses relatives à la fête, mais qui auront à dépenser. Ils pleureront au même moment que le ZEM qui n'a pu réunir, je sais pas, 40 000 d'épargne sur toute l'année durant. Ils pleureront au même titre que le meunier, au même titre que le paysan qui a eu une saison abattue, une saison sans provision, sans récolte suffisante. Donc, de ce point de vue, je trouve qu'il y en a qui manquent de sincérité. Mais à côté de tout ça, reconnaissons que le panier de la ménagère, le pouvoir d'achat. Vous savez, il n'y a que les économistes, il n'y a que les spécialistes des finances qui lisent Standard & Poor's, les notations qui n'en finissent pas matin, midi et soir. Nous, on vit la réalité de ce qu'il y a sur le marché, dans les supermarchés, dans les poches, dans les ménages des gens autour de nous, du nombre de sollicitations par mobile banking chaque jour, le nombre de prêts que les gens vous demandent et la façon dont les gens à leur place estiment que d'autres ont de quoi subvenir à leurs besoins pour une raison ou une autre. Les crédits bancaires qui s'enchaînent, les soi-disant aisés vendent trucs en cravate, en véhicule climé, les tas de difficultés qu'ils essuient face à leurs revenus hypothéqués par les crédits de part et d'autre. Bref, chacun en a pour sa dose et de plus en plus la liesse, l'avant-fête, vous savez, je sais pas, hein, c'est depuis quelques années qu'un 18 décembre, vous vous demandez si la fête est dans un mois ou dans 2. J'ai parcouru ce week-end quelques ateliers de couture. Nous étions seulement, je sais pas, à 3 semaines de la fête, mais je ne sais pas si c'était le cas. Est-ce que ce sont eux qui sont mauvais artisans et qui n'ont pas eu suffisamment de clients? Ou à quoi ressemble le pays? Ce ne sont pas les baromètres les plus fiables pour évaluer la fête, mais la fête a une faveur, la fête a un esprit, la fête a une liesse, la fête a une ambiance, la fête a des vibrations, des fréquences, des ondes qui se distillent, qui se propagent et qui se disséminent dans un pays à son approche. Je pense que cette fièvre, elle descend. Au thermomètre, nous ne pourrions plus être au-delà des 40 degrés. Je pense que ce serait 37 degrés Celsius peut-être de ce point de vue. Donc, à chacun sa prière et ses pleurs.
mais tous sauront que le 1er janvier, même si c'est 1 kilo de riz, il bien faudra le mettre au feu. Ce que William a dit, à chacun sa dose. Même ceux que nous croyons être un peu à l'aise, ils souffrent également parce qu'ils doivent assister. Ils font semblant de souffrir. Non, parfois c'est avec nous. Parfois leur trésorerie, la microéconomie est éprouvée, hein, c'est tendu à leur niveau parce qu'il faut assister X, Y, surtout lorsqu'ils se retrouvent du côté, enfin lorsqu'ils portent le manteau de politicien. Vous savez, moi j'ai le débat, on l'a fait une fois à l'approche des fêtes où on a pris un exemple. Nous n'anticipons pas en fait, et c'est ce qui fait que chaque année on se plaint parce que si vous avez une dépense à faire, les économistes vous diront qu'il faut prendre le temps qu'il faut, il faut prévoir. Qu'est-ce qui nous empêche par exemple au mois déjà de juin que nous allions au marché, que nous achetions peut-être un liqueur, peut-être un pack de sucreries que nous déposons. Nous attendons toujours dans le mois de décembre où les commerçants cherchent à faire beaucoup d'économies et donc il y a la surenchère sur le marché. Nous attendons décembre pour aller voir les couturiers, leur confier les habits que nous devons porter. Là, ils sont débordés, donc ils vont monter le prix et celui qui ils ne vont on peut pas quand même coudre notre habit de Noël en février. On peut coudre ça en novembre, on peut coudre ça en octobre. Le tissu, on peut acheter le tissu et déposer. Justement, c'est pas le tailleur qui vend le tissu. Dis au couturier que vous viendrez par exemple au mois de... Et il y en a qui le font. Et donc nous ne faisons pas ça, nous n'anticipons pas. Et donc au dernier moment, tout se regroupe. Et pourquoi, je me demande, mais pourquoi pour la seule journée par exemple du 25, la seule journée du 1er janvier, nous devons autant nous déranger, autant il y en a même qui s'endettent pour ces fêtes-là. Et donc, je pense que c'est un choix que nous devons faire. Si les temps sont durs, fêtons avec, en tenant compte de ce contexte-là. On veut toujours fêter et surtout paraître aux yeux des, disons, des proches, des cohabitants, comme étant ceux qui s'offrent de bons moments de fête. Si une année, la finance ne vous permet pas de vous offrir de bons moments de fête, eh bien, il faut s'en abstenir. On force, et vous allez voir en janvier, on commence par se plaindre. En février, on se plaint. En mars, je parle de l'année suivante, en mars, juin, juillet, on se plaint encore jusqu'en décembre prochain. Donc, je pense qu'il faut changer un peu de paradigme par rapport à ces événements-là. Une seule journée, déjà à 17h, 18h, on se demande, mais c'est pour tout ça qu'on a débouché autant d'énergie, qu'on est allé vider pratiquement les comptes en banque, on est allé s'endetter chez le vendeur de paille, le vendeur de, je ne sais quoi, de sucreries dans le quartier. Il faut qu'on puisse changer de les années où nous avons de l'argent, on va fêter sans problème. Mais si les temps ne le permettent pas, parce que avec tout ce que William a décrit, le thermomètre qui serait à 40 degrés, tout ça, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'ira pas quand même dévaliser les caisses de l'État pour venir fêter, on n'ira pas. Donc, au moment où nous parlons, les temps sont durs. Donc, faisons avec et accommodons-nous aux réalités, fêtons dans la sobriété, pourquoi pas, quand on aura les moyens plus tard, on va bien fêter, c'est tout. Et donc, moi, je pense que la seule façon, c'est d'anticiper. Comment on anticipe, Eric, quand on n'a pas pu faire des économies tout au long de l'année? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai, enfin, pas seulement pour des fêtes. C'est toujours bien quand on rentre dans une année où on sait qu'on a des célébrations à vivre, on a des événements à vivre, il faut toujours penser à ça et anticiper. C'est toujours bien de mettre un peu d'économie de côté, de faire face à ces moments de fête. Et vous savez que pour ça, des gens, comment on dit, font ce qu'on appelle les tontines, là, pour essayer quand même d'avoir... Bien que cela soit interdit, nous savons que dans nos quartiers, dans nos rues,
Nous savons que dans nos quartiers, dans nos rues, vous avez de petits groupes, qui se constituent justement pour faire de petites tontines, pour justement passer de très bons moments de fête. Après, de façon générale, je pense que chacun aura la fête qu'il mérite. Oui, c'est pas parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour exploser dans une période de fête avec beaucoup de faste, de tout ça, qu'on ne fêtera pas non plus. Donc, je pense que chacun à son niveau analyse la situation en fonction de ses capacités, en fonction de ses moyens et essaye de voir ce qu'il faut mettre à disposition de sa petite famille pour que ce moment soit quand même un peu différent des autres jours. Si on avait l'habitude de manger notre riz à la maison, on peut faire l'option d'aller au dehors, au bord de la plage. En tout cas, trouver de petits moments pour agrémenter cette période de fête. Ce n'est pas non plus quand il faut remplir le frigo de tout et de n'importe quoi qui symbolise aussi bonne fête. Autrement, vous allez vous retrouver aussi à l'hôpital. Donc, je pense que c'est la mesure qu'il faut aussi mettre dans ce que nous pouvons espérer comme fête et essayer de voir, surtout les enfants, ce qu'il faut leur apporter de plus pour que ce moment soit différent des autres jours. C'est assez important. Mais le moment, justement, de s'approvisionner, c'est aussi ces moments de fête. Et il y a que tout ce que nous achetons sur le marché peut nous coûter la mort, William. C'est pas si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, mais il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées avec d'énormes quantités, je dois dire, de produits alcoolisés frelatés, un grave danger. Hein? Absolument. Il y a le slogan de liquider, liquider. Que vous entendez dans les marchés. Liquider. Oui, liquider. On sort les petits-enfants, les domestiques, les enfants dont on écoute le séjour à l'école, on anticipe sur les congés de fête de fin d'année, on leur remet des étalages, on va chercher chez la boutiquière du marché, la grossiste du marché, la cousine de l'oncle, de la tante, de la belle-sœur, du frère. On prend quelques conserves qu'on dépose sur la tête de l'enfant. Les sucres industriels aux additifs mortels sortis du Nigeria frauduleusement pour échapper aux douaniers béninois. On les dépose sur la tête, 200 banjo, 300, 150 et on fait la fête. Même les fourchettes. Oui, j'en ai une bonne idée. Après ça, vous avez parlé des liqueurs et des autres produits. Vous voyez la campagne conjointe de l'ABSSA et des autres structures étatiques. Vous voyez que même dans les grosses surfaces marchandes, dans les rayons, il y a des choses, des produits qui ne sont impropres à la consommation. Mais il y a une réalité. C'est lorsqu'on n'a jamais vécu un 1er janvier sans une bouteille de sucre ou d'alcool, qu'on ne sait pas qu'on peut vivre un jour de l'an sans boire et entrer dans une nouvelle année, bien se porter dans l'année surtout et faire de très grandes réalisations dans l'année. Il y a Auguste Vidéco qui quand même permet justement de faire constater l'ampleur du drame. Dans le Borgou et la Lébori, plus de 450 000 boissons alcoolisées en sachets plastiques qui ont été saisies. À Godoméa, à côté aussi, la semaine écoulée, on a fait d'énormes découvertes aussi avec de nombreux litres de boissons alcoolisées frelatées ainsi. J'ai l'impression que c'est le moment que... Pour inonder le marché. Vraiment inonder et empoisonner la population. La demande est là. La demande est là. Et quand les gens sont dans un environnement morose, ils aiment bien la facilité, l'alcool en sachet. Et vous voyez les régions dont on parle, ce sont des milieux dans lesquels vos histoires de sensibilisation, d'éducation, les histoires de date de péremption connaissent des rallonges suffisamment intéressantes pour les quelques-uns qui savent bien lire et savent que c'est un réflexe à avoir. Au-delà de ça, il y a qui n'ont pas du tout l'information. Vous savez, les vinaigrettes pourries sorties des réunions à Cotonou depuis 3 mois seraient les bienvenus pour faire les plats, parce que c'est peut-être la première fois qu'on découvre ça dans une assiette ou dans un plat ce jour de l'an là, et c'est peut-être la meilleure des fêtes. Vous voyez, ces produits alcoolisés ou ces sucres sont le terreau fertile à une intoxication alimentaire terrible. Et je me dis toujours dans ces contextes que c'est parce que nous avons un État qui n'est pas responsable. Ces produits, soit ils sont produits trop facile d'accuser l'État. L'État est garant de la sécurité de tous. Voilà, ça, c'est la Constitution. Le citoyen lui-même commence déjà par garantir sa propre sécurité en attendant l'État. Non, l'inverse plutôt. L'État assure la sécurité du citoyen avant le citoyen lui-même, parce que en achetant les vrais produits dédouanés
et qui reviennent un peu plus cher, ce citoyen a participé à mettre les moyens à disposition de l'État pour que l'État en retour assure sa sécurité. On a une vision trop éloignée des gouvernants. Ils sont, c'est comme le disait Rousseau, ils sont dans un contrat social où ils remplissent le pas du contrat au même titre que les gouvernés. Mais ce n'est pas une raison pour aller vers la facilité, parce que vous dépenserez plus qu'il n'en faut, sinon vous n'aurez pas les moyens et de vous traiter, vous en mourrez, vous en sortirez avec une pathologie incurable peut-être ou chronique. Ce n'est même pas une option. Et moi j'appelle à la vigilance des services de l'État. C'est trop facile de rester avec des paraphes 11 mois et dans le 12e sorti pour 3 descentes sur des espaces qui sont à quelques kilomètres du ministère et penser qu'on fait du contrôle. Je sais qu'il y a l'administration déconcentrée qui fait un travail fou sur le terrain, mais la vigilance doit être encore de mise. Et chez les consommateurs, pour les quelques-uns qui comprennent français et savent ce qu'on dit, ou allument, ont des transistors, ou écoutent la radio au niveau des radios communautaires ou dans les langues, et savent qu'il faut avoir la vigilance d'aller. Et il y en a, qui délibérément sauront que ce sont des produits de mauvaise qualité, mais auront le vilain justificatif selon lequel ça revient à un coût beaucoup plus réduit et qu'il faut y aller. Cela va de la santé de ceux qui viendront chez vous, pas que de votre maison et de vos enfants. Vous pouvez les empoisonner peut-être, même si vous aurez affaire au procureur de la République, mais cela ne fera pas autant mal que les enfants d'autrui, les voisins, les pauvres personnes qui penseront à vous le jour de l'an ou je ne sais quand et qui demanderont à venir chez vous. Même traditionnellement, c'est le moment de sortir les amansidis les plus vilains, les solabis les plus mortels, les plus mal fabriqués, parce que bon, ça fait les apéritifs, les jours de l'an. Vigilance encore, ce sera la grande clé de part et d'autre pour bien fêter. Franck, la faute aux populations, la faute aux commerçants, la faute à l'État. Comment est-ce qu'on peut se retrouver en période de fête comme ça? Parce qu'on n'est jamais sûr de la qualité de ce qu'on veut acheter. Même quand vous avez justement l'envie de débourser le prix qu'il faut pour avoir la qualité qu'il faut, même dans les espaces de ravitaillement les plus connus où on suppose que c'est de bonne qualité, là-bas aussi on a le risque. Absolument. On a le risque et c'est un drame qui se joue, à mon avis, parce que d'abord, il y a des populations qui entretiennent la chose et qui sont prêtes à aller acheter des choses, des articles, des produits qui sont proches même de leur date de péremption et qui viennent déverser ça sur le marché. Cela étant, c'est que le gouvernement ou les pouvoirs publics, quelles que soient les mesures qui sont prises, c'est que ça ne marche pas parce que les populations, elles aiment ces produits-là parce qu'on estime que le prix est bas. Comparé à ce que vous irez dépenser à l'hôpital, eh bien, il vaut mieux s'en abstenir. C'est dommage parce que malgré tout ce qui est dit, l'État peut, dans une localité, vous indiquer la boutique où vous allez retrouver des produits qui ne sont pas périmés, des produits qui ne sont pas impropres à la consommation, mais vous ne verrez jamais le monde à cet endroit-là. C'est plutôt là où il y a les produits où on sait que on a diminué 100 francs parce que c'est périmé ou impropre à la consommation. Des produits mal conservés, vous allez voir, ils vont faire la queue pour aller prendre ces produits-là. Lorsque vous mangez cela, même si vous devez acheter le simple paracétamol pour atténuer le mal de tête que cela va vous procurer, c'est déjà des dépenses qui ne vous arrangent pas. Donc c'est à nous de faire le choix en attendant que l'État lui-même vienne, parce que l'État ne peut pas passer, quelle que soit sa volonté, ne peut pas passer dans toutes les boutiques du Bénin. Ouais. Vous savez, moi j'ai transité par une localité qu'on appelle Ouassa-Péonko. Ça, c'est les années 2000. Dans les 2 KP, ça. Dans les 2 KP. Dans la Takora. Voilà, dans les 2 KP. Et j'étais avec un parent à qui l'État a donné le droit de faire cette descente-là pour voir un peu la qualité des produits. Mais vous voyez, il descend aujourd'hui, le week-end prochain, il descend et il y a toujours des produits périmés. Ça veut dire qu'en allant même s'approvisionner, à leur point d'approvisionnement, eux-mêmes ils viennent avec des produits dont la date de péremption est proche, des produits qui ne sont pas bien conservés, parce qu'ils savent que ils vont vendre ça, ils vont déverser ça dans le marché, les populations viendront en acheter. Dans ces régions reculées là, qui s'occupent de date de péremption, vous allez au marché, vous allez acheter de la tomate en boîte,
vous revenez avec de la tomate en boîte, point barre. Personne ne veut savoir si c'est une tomate qui est mal conservée ou dont la boîte est bombée et tout ça, pourvu que ça puisse aider à préparer la sauce et puis c'est tout. Donc je pense que les responsabilités sont partagées. Les populations, pour moi, en ont une grosse part. L'État doit agir davantage pour orienter. Et puis ce réflexe-là que nous devons développer, c'est de la sensibilisation, c'est de l'éducation. Une fois que l'État vous éduque, ou les pouvoirs publics vous éduquent à pouvoir savoir contrôler les dates de péremption, le reste maintenant, c'est vous-même qui devez vous débrouiller sur le marché, parce qu'on ne peut pas mettre chaque agent du ministère du Commerce derrière chaque citoyen pour dire « Allons, tu vas t'acheter un produit et on t'indique comment faire. » Donc, ça nous revient, même à nos enfants, nous devons commencer par le dire. Il y a même dans de petites boutiques au quartier où l'on sait que le yaourt qu'on vend doit être mis au frais, mais on conserve ça mal. Donc vous allez vous acheter cela, vous donnez de l'argent à votre enfant qui va en acheter, il revient à la maison avec les mots de vente et vous fermentez. Oui, vous retrouvez à l'hôpital. Donc je pense que la population elle-même doit faire un choix, le choix de s'acheter des produits qui doivent leur faire du bien. Eric, je pense que tout le monde a sa part de responsabilité. Déjà que nous consommons tous du frelaté, de janvier à décembre. Donc, la période des fêtes de fin d'année ne vient que rajouter à une habitude qu'on a déjà depuis janvier, février, mars, et en tout cas, tous les mois de l'année. Voilà. Et parce que je pense aussi que nous avons une population qui a tendance à estimer que quand le produit est moins cher, eh bien, c'est là qu'il faut le plus miser. Et ceux qui offrent ces produits savent cela et donc proposent en connaissance de cause, baissent les prix en ce moment de fête et on se retrouve tous dans ce piège à acheter des produits. On estime que bon, c'est pas encore si grave, si ça dépasse juste quelques jours, quelques semaines, on peut encore, le ventre peut encore supporter. C'est suffisamment grave si on veut vraiment permettre à nos concitoyens de vivre ces moments de fête sans tomber dans ce piège. Ce n'est pas pendant cette période qu'il faut véritablement faire une action. Il faut déjà prendre le temps d'anticiper et essayer de voir les entrées de ces produits, essayer de voir sur le marché ces boutiques ou ces magasins qui ont tendance à déverser ce genre de produits sur le territoire et essayer déjà de faire un travail à leur niveau et peut-être en période de fête, le travail à abattre sera moindre. Franck l'a relevé, c'est impossible que les agents du ministère de la Santé, les directions qui travaillent pour le contrôle qualité puissent vérifier au niveau de chaque boutique, de chaque magasin à la veille de cette période de fête pour voir véritablement ce qui est vendu, si c'est propre à la consommation ou impropre à la consommation. Ces personnes, elles feront ce qu'elles peuvent. À peine 2 ou 3 boutiques elles seront fatiguées à longueur de journée et puis on va passer à autre chose. Peut-être qu'il faut mêler d'autres acteurs pour renforcer davantage le contrôle sur le terrain. Moi, je pense que les mécanismes que nous avons, si nous nous mettons dans l'anticipation, ça peut régler un problème. Vous savez, si nous mettons ça de côté, même les produits que nous fabriquons sur notre sol, dont on connaît les industries, les sociétés, les entreprises qui les fabriquent, on a des problèmes de qualité de ces produits. Ça, on n'a pas besoin d'aller taper dans une fourmilière, n'est-ce pas, pour chercher à voir qui fabrique le mauvais produit. Et malgré ça encore, nous sommes dans cette situation. Donc, il faut s'assurer que les mécanismes qu'on a mis en place, n'est-ce pas, qu'on se donne le temps, n'est-ce pas, de les utiliser efficacement et de ne pas attendre, en fait, puisque actuellement, c'est quoi le souci des parents? C'est aller se trouver un produit, quoi qu'en soit le truc, et acheter et amener ça à la maison. Pourvu qu'à la maison, on trouve du riz, et des conserves, et puis c'est ça le plus important. On n'a plus vraiment la présence d'esprit à contrôler véritablement quoi que ce soit. Le plus important, c'est que le produit soit à la maison, n'est-ce pas, pour la famille. Et donc, dans ces conditions, ça va être compliqué de couvrir tout le territoire en si peu de temps et de sauver la vie, n'est-ce pas, de nos concitoyens. C'est un travail qu'on aurait pu faire en amont, n'est-ce pas, et peut-être espérer qu'à la veille des fêtes, que ça soit un contrôle de routine. Mais il faut sensibiliser davantage nos concitoyens à rester vigilants. William a sorti le mot, c'est très important. Nous voulons fêter, certes, mais ça ne sert à rien de fêter et 2 jours, 3 jours après, de se retrouver à l'hôpital et de faire encore d'autres dépenses qu'on n'avait pas prévues.
Le janvier est long. Absolument. Il faut surtout faire attention. La santé n'a pas de prix. Il vaut mieux ne pas du tout fêter et entamer la belle année avec une très bonne santé que de fêter surtout et de commencer avec quelques graissements de dents liés justement à la qualité de sa santé pour l'année 2022-2025. On va finir par ce que vous a marqué en 2024, William. L'année s'achève. Je pose la question parce que justement demain ce sera notre dernier numéro d'Actu Matin pour le compte de cette année 2024. Qu'est-ce qui vous aura marqué fondamentalement? Bon, à titre personnel... Dans l'actualité, hein? D'accord. Non, vous n'allez pas partager avec moi tout ce qui s'est passé combien de millions après le camé en famille. Arrêtez ça. Non, écoutez, du point de vue de l'actualité, je peux dire en 2024, un fait marquant, j'y pense, mais je ne sais pas s'il y en a un qui a autant retenu mon attention du point de vue de l'actualité, mais je reconnais que les gros drames qu'on a connus en 2023, on ne les a pas eu cette année, mais par contre, la mort a sévi notamment dans notre corporation avec beaucoup d'aînés qui sont partis. On est à une trentaine normalement de cas de journalistes décédés. Il faut dire que leur âge est variable, d'un individu, d'un professionnel à un autre, même s'il y a quand même dans le rang certains qui étaient dans la quarantaine, notamment, et qui sont partis comme cela. Quarantaine, cinquantaine. Ils sont les plus nombreux pour la plupart. C'est bien dommage, on a toutes nos pensées pour ces confrères-là. Oui, Franck? C'est récent, moi, ce qui m'a marqué. Il y a eu d'autres événements qui m'ont marqué, mais la mort du jeune de Parakou, Faisal, ça m'a beaucoup marqué, parce que quand je vois ces images défiler, j'imagine un peu la douleur de ses parents. Et vous avez vu, ça tombe petitement presque dans l'oubli déjà. Je me suis vu, parce que quand on était tout jeune, on n'imaginait pas la souffrance qu'éprouvaient nos parents pour nous éduquer, pour nous apporter la pitance quotidienne, pour nous donner, nous inculquer le savoir, pour nous pousser à l'avant, pousser à on voulait notre plat de riz quotidien, et puis ça va. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le feu de l'action et on sait que ça n'est pas une chose facile. Vous devez vous réveiller, voici votre gamin, votre petit enfant est réveillé, s'il n'a pas mal à la tête, il est arrivé à l'école, est-ce qu'il est revenu à l'école avec son étudiant, et vous pensez à tout, et élever un enfant jusqu'à cet âge-là et qu'il meurt dans ces conditions, c'est touchant et c'est véritablement c'est révoltant. On n'y peut rien, il est parti, mais je pense que on devait faire davantage attention dans notre République pour que ces genres de drames ne surviennent plus. Moi, ça m'a vraiment touché et j'espère que justice sera faite au-delà de ces sanctions, de ces mesures disciplinaires qui ont été prises pour que ceux qui sont responsables puissent en payer vraiment le prix, qu'ils subissent véritablement les rigueurs de la loi et que la famille soit quand même soulagée de cette douleur-là. Il y a eu bien d'autres événements, mais je pense que ça m'a véritablement marqué. Eric? William a parlé de mort, de décès, Franck aussi. Tout est noir, visiblement, tout au long de l'année 2024. On va mettre un peu de la joie. Tout compte fait, de façon générale, nous savons que les années s'égrènent avec le lot de peine, de douleur et de joie. Moi, je vais noter la qualification des guépards. Au moins, ça a suscité beaucoup de joie dans l'esprit de nos concitoyens. Sur le fil, faut-il le rappeler, et dans quelles conditions aussi, pour ceux qui ont vécu cela sur place en terre libyenne, ils vont vous dire que ce n'est pas forcément le meilleur moment de leur vie. En tout cas, on les a réservé un bel accueil, on les a reçus à l'aéroport, à la place de l'Amazon. Il y a eu un party d'invités. À l'arrivée, vous voulez dire. Voilà, c'était une qualification, une grande qualification en tout cas. Donc je pense que ça a été un événement assez marquant parce que beaucoup n'y croyaient plus. Voilà, on se disait qu'on allait encore s'abonner aux
quelques absents pour cette compétition. Fort heureusement, ils ont réussi à se qualifier. Donc, ils seront parmi les équipes qui vont jouer la CAN prochaine. Et nous attendons vivement de voir à nouveau nos joueurs sur le terrain. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres événements. Voilà. 2024 n'a pas été si rose. Tout n'a pas été facile, mais bon, nous sommes debout, c'est le plus important. Et nous attendons de vivre 2025 avec beaucoup plus d'espoir. Oui, parlons justement de la CAN. Faut-il rappeler, le 27 janvier prochain, à toutes les équipes qualifiées, notamment, devraient pouvoir se donner une idée, au soir donc du tirage au sort qui est prévu à cette date-là, se donner une idée de leurs adversaires de groupe. On verra bien quelles sont ces équipes-là qui devront rencontrer le Bénin sur leur chemin. Et vous, tout cas pour la première, l'événement qui vous a marqué? Bon, l'actualité a été vraiment très diversifiée. La mort de Faisal, par exemple, bon, c'est vrai que ça c'est récent. On a eu le temps certainement d'oublier un peu tout ce qui a pu rythmer l'actualité au Bénin. Les séries d'attaques, notamment terroristes, djihadistes ou tout ce que vous voulez comme qualificatif, et qui ont quand même, je dois dire, instauré un climat difficile, notamment dans certaines régions du Bénin. Ce sont des éléments pour lesquels moi je pense qu'on devrait continuer à travailler. J'espère vraiment que les acteurs qui ont la charge de la sécurité du Bénin, la défense du territoire national pourraient nous proposer davantage mieux, en tout cas au titre de 2025, pour nous éviter à avoir justement cette... J'ajouterai aussi, en tout cas, cette actualité sur la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. On a évité peut-être le pire, parce que cela aurait pu exploser et nous entraîner dans ce qu'on ne souhaite pas. Fort heureusement, je pense que nous sommes en train de pouvoir aller vers une normalisation des relations. Quand j'ai souvenance du temps fort de cette crise où Cotonou et Niamey, avec des propos assez virulents, ça s'envolait, ça s'attaquait, voilà. On n'avait pas connu une telle situation il y a très longtemps, depuis cette affaire de l'île de l'été et tout, mais avec la fermeture des frontières, on a vécu des moments assez tendus entre les deux pays. Je pense qu'en 2025, il faut espérer véritablement que les frontières ouvrent à nouveau pour que ces peuples qui ont toujours partagé de bons moments en termes de culture, d'histoire, puissent véritablement reprendre les relations. Est-ce que, j'avoue que je fais une confusion, est-ce que le mondial de pétanque, c'est en 2024 Fin 2023. Fin 2023, voilà. Bon. Fin 2023. Sinon, c'était quand même de bons moments aussi de fièvre. De bons moments de fièvre. On a beaucoup aimé avoir vu notre équipe et nos athlètes à nous tenir en haleine. Et surtout cette belle prestation, faut-il le dire, de la télévision nationale qui a retransmis en direct quand même toute la compétition. La belle organisation du Bénin. J'avoue que c'est une première fois. C'était pas gagné d'avance. Oui, une première fois que je vois un peu une organisation internationale comme ça, bien accueillie par le Bénin sans être entachée par un mauvais événement. Je veux bien penser à la famille de l'ancien gardien de but des Écureuils, je crois que c'est Junior dans le temps, puisqu'on avait accueilli justement la CAN Junior au Bénin avec ce jeune qui avait été assassiné alors qu'il était quand même avec ses coéquipiers à Cotonou. Je dois dire les rencontres internationales organisées par Cotonou qui quand même ont été un peu entachées par ces mauvaises informations-là. Samuel Campos, il s'appelle. Absolument, Campos. C'était notre gardien de but, très jeune. Absolument, très jeune. Il avait une belle carrière devant lui. Mort dans la fleur de l'âge. Bon, voilà. Je rappelle cela parce que justement, au moins, la compétition mondiale de pétanque ne nous a pas apporté quelques mauvaises nouvelles que ce soit. En plus, bon, on a eu quand même à nous ici à nouveau, sinon à confirmer notre statut de pays de boulistes de qualité.
Et c'est tant mieux. Même si on aurait bien aimé qu'à l'issue justement de cette compétition, on hérite de notre boule de rhum qu'on nous avait promis. On ne l'a pas avant la compétition. Après la compétition, on l'a pas non plus. On l'a pas non plus. Donc on est toujours en train. On a l'impression que le projet a oublié. Oui, absolument. Et bien évidemment, dès lors qu'on n'a pas, on n'a plus de pression, on oublie toujours. Il faut le réveiller, sinon ça ne fait pas bien. Il y a le football, il y a également, disons, la pétanque, il y a bien d'autres sports. Absolument, on veut bien penser à notre guéparde nationale qui quand même aussi a décroché quelques médailles intéressantes au cours de l'année 2024. Allez les gars, merci beaucoup. Demain, on va se voir pour le dernier numéro d'Actu Matin de cette année 2024. Portez-vous bien et à demain. Mesdames et messieurs, juste après moi, la revue de presse. D'ici là, portez-vous bien et à demain. Mesdames et messieurs, bonjour. Simple the best, ce qui signifie en français simplement le meilleur, affiche fièrement à sa manchette le matinal évoquant le ministre de l'économie et des finances. Le quotidien nous révèle en effet que le titre de meilleur ministre des finances d'Afrique 2024 a été décerné à l'Argentine nationale par Financial Afrique. Romiad Ouadani surclasse des ogres tels que Nadia Alaoui du Maroc et Adama Koulibaly de la Côte d'Ivoire, précise le quotidien, qui rapporte les appréciations de quelques personnalités sur cette distinction qu'il considère comme une prime au dynamisme et à l'efficacité de l'homme. Cela fait grandir notre pays, réagit ainsi Adam Dandé Afo, directeur général du secteur financier au ministère de l'économie et des finances, tandis que l'enseignant politologue Gilles Koui y voit le couronnement du savoir-faire et du mérite. Cette information est relayée par plusieurs canards parus ce matin, dont le Potentiel qui présente une manchette sans équivoque. Ouadani, champion des ministres des Finances d'Afrique. Dans le secteur de la santé, une révolution est amorcée. C'est ce qu'il ressort de l'arrêté portant institution de la carte pharmaceutique en République du Bénin pour la période 2025-2027 en date du lundi 16 décembre 2024. Fraternité qui rapporte l'information indique qu'aucune autorisation d'ouverture ou d'exploitation de pharmacie ne sera désormais accordée si l'emplacement n'est pas prévu sur cette nouvelle carte. L'arrêté est à lire in extenso à la page 2 du journal. Des nouveautés, il y en a également dans d'autres domaines, notamment celui des marchés publics. Selon Nord-Sud Quotidien, les entreprises bénéficient désormais d'une dispension portant sur 5 pièces avant la signature des marchés. Il s'agit notamment de l'attestation d'immatriculation, l'attestation de non-faillite et l'attestation de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette mesure a été prise à travers une circulaire par l'autorité de régulation des marchés publics le 9 décembre 2024 en vue de faciliter l'octroi des marchés publics aux entreprises. Pendant ce temps, en vue de l'aboutissement de son projet d'audit du fichier électoral, le cadre de concertation de l'opposition ratisse large. À travers un communiqué conjointement signé, cette structure politique a réussi à faire rallier à sa cause plusieurs organisations établies au Bénin, dont la CGTB, la CSA Bénin, l'UNSTB, la plateforme électorale des OSC et le Front des organisations nationales contre la corruption. Tous se sont engagés ce lundi 16 décembre 2024 à Abomey-Calavi à œuvrer pour l'effectivité de l'audit du fichier électoral afin de garantir la transparence et la crédibilité des élections générales de 2026. Une information livrée par Jack Bata. Retrouvons le matinal à présent pour évoquer cette prouesse à mettre à l'actif de la direction départementale de l'industrie et du commerce des départements du Borgou et de la Liborie. Le quotidien nous apprend que plus de 450 000 unités de 28 différents types d'alcool en sachets plastiques ont été saisies mardi 17 décembre 2024 dans le cadre de 16 opérations de contrôle
par cette structure déconcentrée. Pour sa part, l'emblème du jour nous annonce que Patrice Talon sera face aux députés vendredi prochain dans le cadre de la délivrance de son message sur l'état de la nation. Achevons, mesdames et messieurs, ce point de l'actualité par des nouvelles sportives et avec les 4 vérités. Après le Ballon d'Or africain, le trophée FIFA The Best a été remis hier soir et c'est le Brésilien Vinicius Junior qui est sacré vainqueur. Fin de la revue de presse de ce mercredi 18 décembre 2024.